Bonjour à tous et bienvenue dans cette session intitulée Affronter les changements climatiques. Très heureuse de vous retrouver pour ce débat d'actualité. La pandémie de Covid et le confinement ont mis en lumière l'impact de nos modes de vie sur la planète et par ricochet l'urgence d'accélérer la transition écologique. Pourtant, face à la crise économique qui frappe durement les entreprises, certains secteurs sont ou ont été tentés de demander des délais supplémentaires pour suivre la trajectoire de décarbonation de l'économie qui était fixée notamment au plan européen. En France, l'État a conditionner certaines aides à des engagements liés à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le cas notamment pour l'aérien, mais l'ampleur de ces efforts et leur suivi fait débat. Reste que globalement, le monde économique ne peut plus passer sous silence cette problématique du réchauffement climatique. Place maintenant à l'action, mais est-ce si simple, qui plus est dans ce contexte de crise? Pour en parler, 5 personnes avec nous en studio. Catherine Guilloire, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes PDG du groupe RATP, entreprise publique qui opère le réseau de transport parisien et une partie de celui d'Île-de-France, mais et c'est peut-être moins connu, qui exploite aussi des réseaux de transport de voyageurs dans 12 pays sur 4 continents. À vos côtés, Denis Luquin, Managing Partners de Sofinova Partners, un fonds de capital risque qui investit dans les sciences de la vie. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes récemment engagé dans la transition écologique. Également avec nous, Sylvie Géano, PDG de Dalkia, filiale d'EDF spécialisée dans les services énergétiques et notamment les énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci également à Bertrand Camus d'être avec nous pour cette table ronde, directeur général de Suez, numéro 2 mondial des services à l'environnement dans les métiers de l'eau, l'assainissement, la collecte et la valorisation des déchets. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et à vos côtés, Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais avant de vous entendre, les uns et les autres, Bertrand Badré, qui nous vient d'ailleurs spécialement des États-Unis, modérateur de cette session pour le Cercle des économistes, va nous dire quelques mots d'introduction pour poser plus précisément le cadre de notre réflexion. Bertrand Badré, vous êtes aussi fondateur du fonds d'investissement dans le développement durable Blue Like an Orange et ancien directeur de la Banque mondiale. C'est à vous. Merci Anne-Laure, bonjour à tous et à toutes. Alors je vais peut-être commencer par deux évidences. La première, je suis, et je pense que tous ceux qui sont autour de la table le sont aussi, extrêmement heureux que la question climatique reste centrale au milieu de la période exceptionnelle que nous vivons. Ce n'était pas garanti il y a encore quelques semaines ou quelques mois, donc il faut se réjouir de ce point-là. Deuxième évidence, et là aussi il ne faut pas contribuer à la confusion des esprits, la crise sanitaire, il y en a eu avant, il y en aura après, elle n'est pas au sens strict ni une crise de l'environnement, ni une crise du capitalisme, une crise d'autre chose, mais elle révèle, elle exacerbe, elle accentue des traits de celle-ci. Donc là aussi, il faut faire la part des choses et ne pas rendre tout confus. Et je pense qu'on va y travailler aujourd'hui. Mais cette crise, comme toutes les crises, elle nous oblige à nous poser un certain nombre de questions. Et notamment parce que après une crise, il y a une sortie de crise. Et donc, comment on négocie la sortie de crise? Alors moi, j'ai beaucoup passé de temps sur la crise précédente, qui était une crise financière. Ce que nous avons fait à l'époque, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. On a rafistoler le système à coup de ratios, de normes, etc. Bonne nouvelle, on n'est pas mort. Mauvaise nouvelle, on n'a pas repensé notre système, on ne l'a pas en particulier aligné sur les objectifs décidés en 2015 sur le développement durable et sur les accords de Paris. On n'a pas repensé un système qui soit cohérent avec la feuille de route que techniquement l'humanité s'est donnée il y a 5 ans. Donc nous avons de nouveau cette question devant nous, on va pouvoir se reposer ces questions, les entreprises vont être amenées à se restructurer, à se réorganiser, elles le font déjà aujourd'hui, l'État va mobiliser des ressources, tout le monde va se poser des questions sur la suite, et donc je pense que c'est l'occasion d'éviter de gâcher ce moment où on peut penser et peut-être aller plus au fond qu'au moment de la crise précédente. Mais en même temps, il faut rester lucide, il y a un risque qui est permanent, compte tenu des contraintes notamment économiques et financières, de ce que les anglo-saxons appelleraient le quick and dirty, le vite et sale, ou le high carbon low sustainability, donc riche en carbone et pas très durable, pour des questions de vitesse, d'efficacité, etc. Malgré toutes les pétitions qui ont été signées partout sur la planète, tous les appels, je suis sûr que tous autour de la table, on a dû en signer 2 ou 3 pour dire non, il faut être vert, etc. Ça suffit pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que l'attention sur laquelle je voudrais vous attirer, il faut être conscient que les efforts individuels, la bonne volonté, en particulier des gens ici, sont importantes mais ne suffisent pas. Et donc, il faut être conscient qu'il va falloir parler règles, normes, prix du carbone, toutes choses qu'on n'aime pas tellement en réalité, et prise en compte des externalités, puisqu'on est des économistes, on peut employer des gros mots comme externalités. Et ça veut dire concrètement qu'il va falloir ouvrir le capot, prendre ses outils et regarder le moteur.
au sens propre du terme, que c'est difficile d'ouvrir le capot dans un monde qui est divisé, dans un monde où il n'y a pas de maître du monde pour dire voilà quels outils on va utiliser, que c'est encore un peu plus urgent aujourd'hui que ça l'était hier, et que par ailleurs, comme je disais au début, même s'il ne faut pas être confus, que ça n'est pas indépendant des autres dimensions de cette crise, dimension sanitaire et notamment dimension sociale. Je pense qu'il y a une dimension de justice sociale qu'il ne faudra pas oublier, et donc il faut qu'on ait une approche systémique. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur panel pour ouvrir la voie que celui qui a été réuni par le Cercle aujourd'hui. Et à titre personnel, vous l'avez rappelé, revenir des États-Unis, alors pour le coup, la crise sanitaire n'est pas finie, la crise climatique est un vrai sujet politique et la crise sociale est exacerbée. C'est un vrai bonheur d'arriver à Paris aujourd'hui pour parler de manière détendue et heureuse de tous ces sujets. Merci Anne-Laure. Merci à vous. On va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec un cas concret. Je me tourne vers vous, Catherine Guilloire. Alors, à la RATP, vous avez lancé un plan pour réduire de moitié vos émissions de dioxyde de carbone entre 2015 et 2025. Quelles sont en fait les solutions concrètes que vous avez mises en place pour tenir cet objectif? Bien, écoutez, voilà. Alors, premièrement, il faut savoir qu'en France, 39% des gaz à effet de serre sont émis par les transports. Et si je suis très concrète, à la RATP, 70% de nos gaz à effet de serre sont émis par nos bus. D'accord ? Donc, on a là une des plus larges flottes de bus d'Europe. Donc, on est en train d'investir très lourdement avec Île-de-France Mobilité, notre autorité régulatrice. On investit 1,8 milliard pour changer tout simplement, convertir industriellement tous les dépôts de bus au biogaz et à l'électrique et toute la flotte de bus. Mais de façon plus générale, la RATP n'est pas qu'un opérateur de mobilité, on est aussi un des plus vastes gestionnaires d'infrastructures. On a toutes les infrastructures du métro parisien, mais aussi du futur Grand Paris Express. On est, et c'est moins connu, comme vous le disiez aussi, une grosse activité dans l'immobilier. Et d'ailleurs, on vient de faire un partenariat avec Woodéum sur la construction bois qui va s'occuper de nos sites industriels, puisqu'on fait du mix logement industriel, sites industriels comme par exemple les centres-bus sur lesquels on construit des écoles et des logements sociaux. Donc on fait des bouts de ville intelligentes et durables. Et puis en industriel, on est aussi sur les sujets de maintenance et les grands projets d'extension de lignes. Donc en fait, nous, on a 3 axes. Baisser notre empreinte carbone. Et par rapport aux chiffres de 50%, à la fin 2019, on est déjà à moins 13%. Donc, on a des métriques qu'on suit de façon très précise. Deuxièmement, plan de performance énergétique. Donc, on veut baisser notre performance, on veut arriver à baisser notre consommation énergétique de 20% d'ici 2025. On est à moins 8% à la fin de l'année 2019. Je mets des chiffres, des résultats en face parce qu'il faut être précis et concret. Le blabla, c'est terminé, il faut acter. Et pour faire ça, on a pris j'allais dire, une vision totalement matricielle dans l'entreprise, puisqu'on est la première entreprise de transport au monde à avoir obtenu une certification 50001 qui est sur le management de l'énergie sur l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire le bâtimentaire, l'industriel, les solutions de mobilité. Et puis en fait, le dernier point, mais qui est majeur pour nous, c'est l'adaptation au changement climatique. Une petite anecdote, 25 juillet l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de la RATP, les rails tapent 57 degrés. Première limitation de vitesse à 30 km/h sur le réseau ferré parisien en raison de ce changement climatique. Donc ça veut dire que c'est devenu dans notre management de risque, l'adaptation au changement climatique, un vrai sujet que nous suivons avec un plan adapté qui regarde à la fois l'impact sur les hommes, puisque nos personnels sont évidemment impactés et il faut aussi penser à cela, les infrastructures et les matériels. Donc voilà, c'est une activité, si je puis dire, pour nous, qui est au cœur de notre stratégie et sur lesquelles, évidemment, sans cela, il n'y aura pas de transport public de demain. Il faut que ça soit la décarbonation. Et je pense que, évidemment, ça nécessite un fort niveau d'investissement. Un dernier chiffre. Combien à peu près, oui. 5,7 milliards l'année dernière, le chiffre d'affaires du groupe. 2,1 milliards investis dans l'année. 37% du chiffre d'affaires investi par le groupe RATP. 1,750 milliard, j'allais dire, au travers du contrat d'Île-de-France Mobilité. 400 millions en direct avec la Société Générale du Grand Paris pour l'extension de lignes. Donc, c'est modernisation du réseau, c'est justement transition vers une flotte verte. Donc, voilà, c'est ces niveaux d'investissement qu'il faut. Donc, effectivement, la transition, c'est aussi de lourds investissements, mais ça passe par là.
Alors les investissements, justement, Denis Luquin, ça vous connaît, hein, puisqu'avec Sofinnova Partners, vous investissez dans des startups dans le domaine des sciences de la vie, et vous avez décidé il y a à peu près 10 ans de vous tourner aussi, vers, ces solutions pour la transition écologique. Oui, absolument. Je voudrais cet après-midi, me faire en fait le témoin d'un double engagement. Le premier, un peu par opposition avec les différentes personnes qui sont autour de la table, c'est que la place des startups, la place des petites entreprises dans le processus d'innovation, et à chaque fois qu'une transition nécessite une innovation technologique, la place des startups est primordiale. Sofinnova l'a mise en place, l'a fait depuis maintenant une quarantaine d'années dans le domaine des sciences de la vie, et essentiellement dans le domaine de la santé. Et juste pour vous donner un exemple, si par hasard, et je ne vous le souhaite pas, mais vous avez un accident cardiovasculaire cérébral, on va vous injecter du TPA, et le TPA, c'est le résultat d'une innovation d'une société de biotechnologie qui s'appelait Genentech, et on était au démarrage du financement de Genentech il y a 40 ans. Donc, on a changé la vie des gens d'une certaine façon, et là, je voudrais parler du deuxième engagement. Je parlais d'un double engagement. Le deuxième engagement, c'est que la biologie, la connaissance de la biologie, les biotechnologies peuvent, pour un certain nombre d'industries, être un moteur important de la transition écologique. Alors, on ne va pas agir sur la mobilité, bien entendu. On a choisi en fait 4 industries pour lesquelles on investit dans des startups, que sont l'agriculture. On va reparler de l'agriculture peut-être un peu, c'est primordial. Que sont la nutrition, que sont la chimie et les matériaux. Alors, plutôt que de faire un grand discours, je vais vous donner 3 ou 4 exemples. Le premier, une société qui s'appelle Biotalis en Belgique, qui travaille sur des alternatives biologiques aux pesticides. Les pesticides en général, ce sont des molécules de synthèse qui viennent de la pétrochimie la plupart du temps. Essayer de réfléchir parce que utiliser moins de pesticides, c'est bien. Faire en sorte que les pesticides, parce qu'on jamais on pourra se passer des pesticides complètement, essayer de faire en sorte que les pesticides qu'on utilise soient totalement compliant, désolé du terme anglais, mais respectueux, qu'ils soient totalement respectueux dans l'environnement, c'est mieux. Mmh. Et cette société, à partir de travaux qui avaient été développés par un chercheur belge sur le système immunitaire des camélidés. Alors, l'innovation emprunte parfois des chemins de traverse qui sont surprenants, mais c'est ça aussi la beauté du système. Et bien, développe des molécules qui ne présentent aucun résidu, qui sont totalement respectueux de l'environnement et qui permettent de traiter au même prix et avec la même efficacité que les produits de synthèse. Donc là, on en est au terme de l'innovation. La société devrait normalement mettre son premier produit sur le marché des pesticides d'ici 2 ans, en 2022. Et voilà, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui fait pas mal parler de lui, c'est vous savez que les bouteilles en plastique, on parle beaucoup de ces plastiques qu'on appelle le PET, le polyéthylène terephthalate, qui est très difficile, qui s'accumule dans l'environnement. Et il y a une société qui s'appelle Avancium à Amsterdam qui a développé un bioplastique qui ne s'accumule pas dans l'environnement à partir quand on dit bioplastique, à partir de déchets agricoles, voire à partir de CO2. Donc, utiliser le gaz carbonique comme matière première pour fabriquer des plastiques qui ne vont pas s'accumuler dans l'environnement. Voilà un super challenge que nous avons financé, et on est très content de les avoir financés, même si c'est un combat de tous les jours. Donc, vous êtes des dénicheurs en fait de bonnes pratiques, de bonnes solutions en termes de transition écologique. Est-ce que cette crise joue un rôle d'accélérateur selon vous dans ce domaine ? Vous parlez de la crise du Covid, on nous a beaucoup interrogé sur l'accélération dans le domaine de la santé, puisque ça reste 70% de ce qu'on fait. Mais nous, notre horizon, on est parmi les rares financiers qui avons un horizon à 7, 8, 10 ans. Donc non, je peux pas dire que c'était un accélérateur des prises de conscience. La prise de conscience d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels chez qui on va chercher de l'argent pour pouvoir l'investir dans les startups. Ce qui est important. Oui, alors là, effectivement, on voit une évolution très nette, avec une différenciation très forte entre les institutionnels qui restent très très
dans des logiques très traditionnelles, et puis l'émergence d'une nouvelle catégorie d'investisseurs que sont ce qu'on appelle les family office, parce que dans les family office, on observe une transition générationnelle entre les décideurs, des parents vers les enfants, et ce sont les enfants, ce sont les jeunes qui font marcher le progrès là, en ce moment. Pour vous, Sylvie Jouanneau, cette crise vous incite-t-elle justement à aller plus vite chez Dalkia pour lutter contre le réchauffement climatique, ou au contraire vous vous dites c'est pas le moment, il faut d'abord gérer l'urgence, c'est-à-dire la crise? Alors moi je suis effectivement avant tout optimiste, et je me réjouis aussi que la transition énergétique se mette au cœur des plans de relance. La crise, ça a été un électrochoc. Et quand je dis que je suis optimiste, moi, je rebondis sur ce que disait Chateaubriand. Il disait les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Et je crois que on a à la fois effectivement évidemment des inquiétudes, parce que quand on voit aujourd'hui le prix des énergies fossiles, le prix du gaz qui sont extrêmement bas, quand on commence à regarder les anticipations de PIB, on se dit oula, on va profiter de ces énergies à prix bas, et on pourrait se dire oh là là, on va oublier un petit peu de décarboner notre économie et oublier cette lutte contre le changement climatique. Mais en fait, c'est une seconde crise qui pourrait arriver. Et là où je suis très optimiste, c'est qu'on a plein de raisons d'espérer. C'est que, en fait, la crise nous a montré qu'on était capable de mobiliser très vite plein de choses. Alors tout d'abord, mobiliser des énergies humaines, parce que pendant cette crise, on a vu les personnels de santé, bien sûr, mais en deuxième ligne, il y avait des techniciens, par exemple, de chez Dalkia, qui étaient dans les hôpitaux pour gérer la qualité de l'air, les climatisations, les chauffages, etc. Et pas que, il y en a eu plein d'autres, et ça s'est fait en très très peu de temps. En très peu de temps aussi, il y a eu des quantités de personnes qui étaient dans des bureaux, qui se sont mis à télétravailler. Et qu'est-ce qu'on voit suite au télétravail ? Quand même une transformation et un lien avec le changement climatique. On verra ce que ça donne plus tard, mais moins de transport, moins de monde dans les voitures. Vous avez vu ce petit village du Pendjab où finalement, subitement, il y a des jeunes qui n'avaient jamais vu ça, qui voient l'Himalaya. Et donc des transformations, des chocs qui arrivent et qui me donnent effectivement des raisons d'espérer. On a également tous les accords financiers, tout l'accompagnement financier, la mobilisation financière, l'accord européen qui est quand même assez extraordinaire, porté par M. Macron, Mme Merkel. Donc, autant de raisons qui me disent ça doit nous pousser à accélérer. Il y a de quoi faire pour aller sauver des vies, parce que la lutte contre le changement climatique, c'est aussi aller sauver des vies. Alors, des exemples concrets qu'on pourrait accélérer. Alors, je vais évidemment me reporter aussi un peu aux activités de Dalkia. Il faut regarder, on parle beaucoup dans les énergies renouvelables de l'électricité, mais en France, globalement, l'électricité est assez peu émettrice de carbone. On oublie que quand on regarde les consommations d'énergie, à peu près la moitié est consacrée à de la production de chaleur. Quand je dis de la chaleur, c'est du chauffage, de l'eau chaude, de la vapeur industrielle. Si on commence à s'intéresser à cette décarbonation-là, comment on va faire ? On va aller développer les réseaux de chaleur. Alors, il y a des réseaux de chaleur en France déjà. On est assez bas, parce que quand on regarde les 6% des logements à peu près en France sont chauffés avec des réseaux de chaleur, plutôt près de 70% en Suède. Et ces réseaux de chaleur-là, vous avez parlé des énergies renouvelables, on va s'adresser à des énergies renouvelables dites thermiques. Donc on va faire des réseaux de chaleur à partir de biomasse, le bois qui est la première énergie renouvelable d'ailleurs en France. On peut faire du biogaz, et on peut faire de la récupération d'énergie, et ça c'est très intéressant. On peut aller chercher de la chaleur qui est produite. Et là, je vais revenir aussi à une thématique qui m'est chère, l'économie circulaire. Il y a par exemple des incinérateurs de déchets. On va aller chercher la chaleur qui est produite par ces incinérateurs et on va aller chauffer des habitants. On fait ça sur des sites industriels. Chez PSA, il y a une fonderie à Charleville-Mézières. On récupère cette chaleur, on va chauffer les habitants. Ça, c'est extrêmement intéressant, et on est vraiment dans cette orientation à la fois de production du renouvelable et de l'économie circulaire extrêmement vertueuse. Puis un deuxième axe qui est essentiel pour aller lutter contre ce changement climatique, c'est bien évidemment de travailler sur la meilleure énergie, qui est celle qu'on ne consomme pas. Madame Guillouard en a parlé également. C'est comment on arrive à aller plus loin dans les économies d'énergie. Et ça, c'est des choses qui sont assez concrètes. On peut le faire assez vite, d'ores et déjà, accélérer. Et nous, on pousse effectivement chez Dala le contrat de performance énergétique, c'est-à-dire qu'on va aller s'engager sur des chiffres. Je crois que c'est essentiel, s'engager sur des chiffres. Il y a des acteurs tels que nous, des services énergétiques, qui sont capables de s'engager, de prendre des risques en disant on va faire moins 10, moins 20, moins 30, moins 40% d'énergie. Là, j'ai
par exemple, je suis en train d'accompagner en Indre-et-Loire les lycées-collèges. Hein, il y a plus de 50 lycées-collèges. On s'engage à plus de 30%. Quand je dis s'engager, ça veut dire que si le résultat n'est pas atteint, la paume économique, elle est pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on accompagne des clients et on fait des choses. On va aller travailler un peu justement sur l'isolation, sur les matériels, sur l'efficacité énergétique des chaudières. On va beaucoup travailler sur le comportement. C'est assez intéressant parce que la crise a montré qu'on pouvait bouger dans nos comportements, bouger très vite dans les comportements. Et donc, faire changer des comportements, c'est aussi accompagner avec du numérique. Mais pour un lycée-collège, c'est tout simplement ne pas chauffer le mercredi, le samedi, dimanche et pendant les vacances scolaires. Hein. Donc, ça vous paraît évident. C'est pas toujours bien orchestré. Des bonnes pratiques. Donc, aussi. vous voyez, des très bonnes pratiques. Et puis, il y a plein d'autres thèmes de l'innovation qui vont être accélérés. L'hydrogène, par exemple. Voilà, je suis intarissable. On n'a pas fini effectivement d'aborder toutes ces questions. Bertrand Camus, avec votre groupe Suez, on aborde aussi un des secteurs stratégiques en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Comment appréhendez-vous cette question? Est-ce que c'est une responsabilité qui vous incombe, un fardeau? Oui, c'est absolument une mission extraordinaire. Je pense que tout le monde est conscient, et tous les interlocuteurs que j'ai, que ce soit les grandes entreprises, les gouvernements, qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2008, hein, où on a refermé le dossier du changement climatique en disant qu'il fallait relancer l'économie, ce que disait Bertrand Badré précédemment. Et puis en fait, rien ne s'est passé jusqu'en 2015. 2015, on a signé un grand accord, et depuis 2015, on fait du surplace sur l'ensemble de ces sujets. Mais il ne faut pas perdre espoir, hein, il y a énormément de possibilités. Et il faut aussi prendre conscience qu'on parle beaucoup CO2, beaucoup des sujets d'atténuation de l'impact, mais il ne faut pas oublier non plus les questions des pollutions, la question de l'environnement, la question de la biodiversité, parce que tout est lié en fait, et c'est ce qu'a démontré cette crise. Donc ça suppose d'investir effectivement dans ces services essentiels. Nous, on fait auprès de la communauté européenne, auprès du gouvernement français et des gouvernements de l'Europe, mais aussi dans les pays dans lesquels nous opérons, la prise de conscience de la nécessité d'investir sur ces sujets. Les pays qui n'ont pas accès à l'eau, c'est très intéressant parce que pendant la crise, on a signé plusieurs contrats en Ouzbékistan, en Angola, de projets qui prenaient un petit peu de temps, et ça a été un déclencheur de la mise en œuvre des solutions. Je pense qu'en Europe et en France en particulier, on prend un peu pour garantie l'ensemble de ces services. D'ailleurs, on l'a démontré pendant la crise. Mais il faut aussi se projeter sur le long terme, parce que les infrastructures d'aujourd'hui doivent être pensées par rapport aux enjeux de demain. Alors, des exemples concrets, hein, vous avez parlé de la start-up dans le plastique, pour essayer de trouver un plastique biodégradable. Hein, je ne sais pas si on peut l'appeler assis, ou qui ne s'accumule pas. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est à 300 millions de tonnes de production de plastique, 500 millions de tonnes à horizon 2030, et la plupart finissent dans la nature et dans les océans. Et donc, voilà, il faut mettre en place des schémas de collecte et de containment, comme on dit, hein, et on fait partie d'une alliance pour l'élimination du déchet plastique, avec à la fois les producteurs de plastique, les utilisateurs, et des entreprises comme nous qui sont un peu entre deux, hein, on collecte, on élimine et on recycle. Donc avec ces objectifs, éviter que ça se retrouve dans la nature, que ça pollue, que ça se retrouve dans la chaîne alimentaire, et avec un impact positif sur le CO2, puisque voilà, quand on recycle du PET, on économise 70% d'émissions de CO2. Pareil pour le PEHD, et je pourrais aussi parler d'autres flux comme le papier, comme le verre. Si on parle de l'eau, tout le monde a été très surpris de retrouver des traces de virus dans les eaux usées. C'est pas une fatalité. Alors, petite parenthèse, il n'y a aucun souci avec l'eau potable, soyons très clairs. C'est éliminé par les traitements. C'est un virus comme les autres. Il est éliminé là où il y a accès à l'eau potable. Mais s'il se retrouve dans les eaux usées, c'est parce qu'on n'a pas mis en place les traitements qui existent aujourd'hui pour éliminer ces virus, comme on pourrait aussi parler des perturbateurs endocriniens, des hormones, des microplastiques. Et donc tout ça doit être pris en compte, en plus en se projetant dans un monde dans lequel il y aura beaucoup plus de personnes et une ressource fragilisée par le changement climatique. La Seine, là, qui est à côté de nous, c'est moitié moins d'eau en 2040 pendant l'été. Et donc, il va falloir mieux traiter les effluents pour protéger l'environnement. Quand vous dites on ne le fait pas, c'est parce que manque de moyens, manque de vision? C'est une question de priorité. Je veux dire, quand on regarde la transition que doivent mener tous les secteurs essentiels, on peut parler de la santé, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la sécurité, on peut parler des services essentiels à l'environnement. Donc il y a des besoins en fait d'investissement dans l'ensemble de ces secteurs, dans l'énergie. Et donc c'est vraiment une fixation de priorité et de mettre des investissements sur ces sujets.
qui en plus de ça ont le grand avantage d'être très souvent des sujets locaux, donc des emplois non délocalisables, avec de plus en plus d'expertise. Vous parlez de start-up tout à l'heure, nous travaillons énormément à apporter l'innovation dans nos services, et puis qui donne du sens, qui est quelque chose de très important pour les jeunes générations. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Jancovici, pour première conclusion de ce premier tour de table. Vous avez entendu les engagements des uns et des autres. Pierre par pierre, on peut construire comme ça, si tout est mené à bien, une décarbonation progressive de l'économie. Mais finalement, est-ce que ce sera suffisant ? Je vais essayer, avant de répondre à cette question, de rappeler quelques données de cadrage du problème auquel on s'attaque. Quand je suis né, il y a maintenant beaucoup trop longtemps, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmentait chaque année de 2 millilitres par mètre cube. C'est pas beaucoup, 2 millilitres par mètre cube de CO2. Sauf qu'il se trouve que le CO2 est un opacifiant extrêmement puissant aux infrarouges émis par la surface de la planète, et ça suffit pour faire dériver le système climatique et engendrer ce qu'on a coutume d'appeler le réchauffement. Donc quand je suis né, c'était un peu moins de 2 par an. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 par an. Entre-temps, il y a eu la Convention climat. Avant, c'était un peu moins de 2. Après, c'est un peu plus de 2. Il y a eu les rapports développement durable. Avant, c'était un peu moins de 2. Après, c'est un peu plus de 2. Il y a eu l'essor des énergies renouvelables. Avant, c'était un peu moins de 2. Après, c'est un peu plus de 2. Il y a eu la digitalisation de l'économie. Avant, c'était un peu moins de 2. Après, c'est un peu plus de 2. Donc, quand vous regardez l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, c'est désespérant parce que vous vous dites qu'il ne se passe rien. Donc Greta Thunberg a raison de dire, c'est pas qu'on n'en fait pas assez, c'est qu'on ne fait rien. Ça aurait été pire sinon. Un martien, non. Avant, on ne discutait pas du problème et ça augmentait moins vite. Donc non, c'est ça pourrait toujours être pire dans son esprit, mais en pratique non. Donc ça, c'est le côté désespérant. Le côté optimiste, c'est que pour moi qui suis donc un vieillard et qui m'intéresse à ce sujet depuis 20 ans, la table ronde qu'il y a cet après-midi n'aurait pas existé il y a 10 ans. Et je me rappelle très bien qu'après la canicule de 2003, le sujet du climat, il a fait une brève apparition dans les médias et dans les institutions. Il est reparti aussi vite qu'il n'est jamais venu. Donc, on l'a pas vu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça commence à discuter, il commence à y avoir des pressions, etc. C'est plutôt ça la bonne nouvelle. Alors maintenant, si on décide de commencer à être un peu sérieux sur la question, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête qui s'appelle moins 5%. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, entre l'époque dite pré-industrielle, c'est-à-dire avant qu'on commence à faire joujou avec les machines à vapeur, 1750 on va dire, et 2100, à cause de la très grande durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, il faudra plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le CO2 qu'on a rajouté en excès dans l'atmosphère s'évacue. Plus de 10 000 ans. Donc on a affaire à un truc qui est totalement irréversible à l'échelle des temps historiques. Totalement. C'est donc une quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère qui compte. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent chaque année de 5% à partir de maintenant. Or 5%, c'est à peu près ce qu'on va avoir en 2020. Donc ça veut dire... Avec le confinement. Avec le confinement. Donc ça veut dire que la bonne trajectoire de décarbonation de nos activités, c'est de l'ordre de la baisse d'émissions que nous avons en 2020, répétée chaque année. D'accord ? Et donc une entreprise qui est alignée 2 degrés est une entreprise qui a un business plan qui est compatible avec cette trajectoire de baisse. Bien sûr, c'est une vision système, donc ce n'est pas juste sur le périmètre propre, ça veut dire que tous les flux dont vous dépendez directement ou indirectement, et donc moi je salue le plan de Catherine Guillouard, je le trouve très ambitieux, mais une partie de ces passagers viennent en avion du Japon, et si ces passagers ne sont plus là, non mais je veux dire, voilà, il faut bien voir qu'on est dans un système, c'est pas du tout une critique, c'est très difficile d'avoir cette pensée systémique parce que les entreprises sortent d'un monde sans limite dans lequel chacun pouvait raisonner dans son silo, toute chose égale par ailleurs, d'accord ? L'espace qu'on occupait soi, il n'y avait pas d'effet d'éviction par rapport à l'espace occupé par les autres. Et on rentre dans un monde fini où chaque croissance chez soi engendre des effets d'éviction chez les autres. Donc on ne peut pas regarder ce qu'on devient indépendamment de ce que devient la collectivité. C'est vachement dur comme exercice. Intellectuellement, c'est très, très compliqué. Enfin voilà, c'est ça la donnée de cadrage. Alors, il se trouve, puisque chacun ici est là pour dire du bien de lui-même, je vais faire comme tout le monde, au Shift Project, Bertrand rigole, mais il a fait partie des parrains de ce bébé. Donc, au Shift Project, on s'est autosaisi de ce que notre président aurait dû faire après la crise et qu'il n'a pas fait, quoi qu'on en pense, qui est de dessiner un plan de transformation de l'économie française qui soit compatible avec cette baisse de 5% par an des émissions, et qui décrivent non pas d'où doit venir l'argent, parce qu'on s'en fout, c'est pas un sujet, l'argent aujourd'hui on en crée en appuyant sur retour chariot sur le clavier de l'ordinateur. Le sujet, les vraies ressources rares, c'est les gens,
et les ressources physiques. Donc nous, on va regarder en fonction de ces vraies ressources rares, qui sont les gens, les emplois et les ressources physiques, parce que les gens, vous ne les changez pas à la vitesse à laquelle vous voudriez les changer, et les ressources, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si le niveau de la Seine est 2 fois plus bas, il est 2 fois plus bas. Vous n'allez pas d'un coup de baguette magique faire venir de l'eau de l'Himalaya. Donc la manière dont on va penser ce plan, c'est ça, c'est sous cette double contrainte. On va essayer de rendre notre copie dans quelques mois. Et c'est exactement ce cadre-là dans lequel on s'est mis pour voir ce qu'on arriverait à en sortir. Et malheureusement, quoi qu'on en dise, c'est pas du tout comme ça que l'État français envisage son plan de relance. Ah, parce qu'il ne le fait pas. D'abord parce qu'il n'a pas compris le problème à traiter. Si vous faisiez passer un test de connaissance au gouvernement français, je vous assure, vous auriez le même niveau de connaissance qu'à l'école primaire. Enfin, je veux dire, c'est sur le sujet du climat et de l'énergie. Il n'y a plus de gouvernement pour l'instant. La fenêtre d'opportunité, il fallait la prendre. Voilà. C'est le moment de faire passer le test. Alors, ressortez ce que je suis en train de dire dans une semaine et ça sera vrai quand même. Donc, et on peut pas, si vous connaissez pas le problème à traiter, vous tapez au hasard dans les solutions. Si vous demandez à un médecin de vous donner un médicament alors qu'il ne sait pas ce que vous avez, d'accord, vous êtes juste une voix derrière une tenture noire, la probabilité pour qu'il trouve le bon traitement est quand même assez faible. Bon. Alors justement, vous nous amenez une transition toute trouvée sur le rôle des pouvoirs publics dans cette thématique des changements climatiques. Vous l'évoquiez, Sylvie Géano, le Green Deal au niveau européen, le plan aussi qu'on attend en France, vous le disiez pour la rentrée, le rôle de la réglementation. Est-ce que, malgré ce que vous dites, Jean-Marc Jancovici, ça peut pour les entreprises des uns et des autres être avoir un effet dopant? Bien sûr. Catherine Guillouard. Malgré tout, bien sûr, je veux bien qu'il y ait de l'hélicoptère monnaie, comme on dit, qui débarque avec la crise, ce qui est tout à fait vrai. Mais comme je le disais, c'est des investissements qui sont lourds pour les entreprises. En revanche, là où je trouve que Bertrand avait un point, c'est sur les questions d'externalité. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision économique des projets de transition écologique dans lesquels on sait très très mal calculer les externalités positives de ces projets. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de pouvoir mieux expliquer, de pouvoir mieux les mettre en lumière. Alors, bien entendu, sur le transport public urbain, il y a un rôle fondamental à jouer, puisque, je le disais, vous consommez 60 fois moins de CO2 quand vous prenez un transport public que quand vous prenez votre voiture individuelle. Et le pire du pire, ce serait d'arriver dans une situation qui est plus ou moins, je veux dire, je ne veux pas faire de la prophétie autoréalisatrice, mais aujourd'hui, la RATP à Paris a retrouvé à peine 50% de son trafic pré-Covid. Donc ça veut dire que non seulement certains comportements sont en train de changer, mais surtout qu'on a fait moins 30 TP, plus 30 la voiture, en Ile-de-France actuellement. Donc c'est très inquiétant. Il faut absolument, évidemment, donc nous on prend nos responsabilités, on a fait une révolution copernicienne en investissement très lourd sur la propreté, de nouvelles technologies. On nébulise tous les soirs les bus de la RATP. C'était quelque chose qu'on a mis en place en 1 mois. Qui revient à faire de la nébulisation 20 microgrammes de produits virucides, des choses qui n'existaient pas il y a encore 2 mois. Qui sont des coûts aussi pour vous. Ah ben bien sûr, je vous donne le budget de l'an dernier, 90 millions, 210 millions cette année. Donc sur un secteur dont les marges sont déjà très comprimées, il va falloir encaisser le choc de tout cela. Mais c'est pour moi une externalité positive parce qu'il faut à tout prix qu'on garde une attractivité des transports en commun et on n'a pas le choix. Donc ça c'est un point absolument fondamental et il est nécessaire, et je partage tout à fait votre avis, le Green Deal est là, mais il va falloir encapsuler dans le Green Deal, d'ailleurs entre parenthèses le commissaire Breton a proposé aussi 14 segments industriels, j'allais dire, sur lesquels la Commission va travailler et dans lesquels, évidemment, le secteur de la mobilité a toute sa place. Il va falloir effectivement que du côté, alors ça a commencé avec l'aéronautique et l'automobile, il est effectivement normal et grand temps que nous mettions en place un certain nombre de mesures pour le transport public urbain. On y travaille avec nos autorités de tutelle, que ce soit d'ailleurs le secrétariat d'État au transport ou Bercy. Et il est vraiment important qu'on soit capable d'aller encapsuler nos demandes dans ce Green Deal européen. Ce serait complètement incompréhensible que le transport public urbain soit tenu à l'écart de tout ça. Alors il y a un premier effort qui a été fait. Ça tarde un peu. Il y a un premier effort qui a été fait dans le PLFR 3, puisqu'il y a un remboursement de versement mobilité qui est engagé. D'à peu près 400 millions d'euros. 425 millions sur l'Île-de-France. Évidemment, l'enjeu est beaucoup plus vaste que ça. Valérie Pécresse a parlé de 2,6 milliards, parce qu'il y a toute la question de la perte des recettes commerciales qui a été engrangée pendant le confinement, à dire que la machine a tourné à plein, puisque typiquement, comme vous,
on était tout à fait un service essentiel à la nation. On a permis, j'allais dire, aux gens de la distribution alimentaire, aux hospitaliers, on avait d'ailleurs fait un programme dédié pour les hospitaliers de bus, de tourner. Et donc, j'allais dire, on a été vraiment au rendez-vous de la crise. Et il faut maintenant, évidemment, qu'on soit au rendez-vous de l'après. Donc, ne nous oubliez pas, si je vous entends bien. Absolument. Mais je ne crois pas qu'on sera oublié parce qu'on est quand même assez essentiel dans le dispositif et on travaille là-dessus. Sylvie Géano, est-ce que pour vous aussi, ces plans de relance qui vont aussi avoir une traduction à la rentrée sur la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, qui peut être un de vos chantiers, est-ce que les milliards qui peuvent être injectés sont essentiels ? Oui, la raison pour laquelle les politiques publiques sont essentielles, c'est simplement que, je vous ai dit tout à l'heure, les prix des énergies fossiles, en particulier du gaz, sont très bas. Et donc, il n'y a pas de modèle économique tout spontané qui favorise le fait que je vais subitement faire une grande rénovation du bâtiment ou que je vais plutôt utiliser l'énergie de la mer pour faire mon réseau de chaleur qu'une chaufferie gaz, vous voyez. Donc il faut compenser. Donc on a des subventions, tout simplement, qui forment de prix implicite du carbone, si on peut le dire comme ça. Donc sur les réseaux de chaleur, c'est le fonds chaleur. Alors, la PPE d'ailleurs prévoit d'augmenter ce fonds chaleur pour accompagner ce développement des énergies renouvelables sur les territoires en local. Ce sont des projets très locaux. On pourra revenir un peu sur le rôle du local, il me semble, dans cette table ronde aussi. Et donc des politiques publiques qui sont très essentielles. Sur l'efficacité énergétique, c'est pareil. C'est si vous n'allez pas spontanément économiser, si votre investissement n'est pas complètement rentabilisé au bout de X temps, vous changez votre chaudière, votre isolation, etc. Vous regardez un petit peu. Et donc, il faut des aides pour aujourd'hui enclencher économiquement les choses. Denis Luquin, sur cette question de la réglementation, est-ce que pour une entreprise comme la vôtre, un fonds d'investissement, un fonds de capital risque, c'est important ? Alors, plus pour les sociétés dans lesquelles on investit que pour nous. Et la réglementation est un environnement dans lequel on se démène. L'une des grandes caractéristiques des startups, c'est d'être flexible, de s'adapter très très vite à leur environnement. Et je dois dire que dans le domaine, je vais vous prendre un exemple, dans celui que j'ai cité tout à l'heure, dans le domaine des biopesticides, la réglementation américaine est beaucoup plus précise, nette, claire, on connaît le chemin pour arriver sur le marché par rapport à une réglementation européenne. Donc moi j'entends parler du Green Deal, j'entends parler de choses, de subventions, etc. C'est très bien, mais les sociétés, quand on va investir dans une société belge, sa stratégie de développement va consister à aller aux États-Unis, car ça sera aux États-Unis qu'elle pourra mettre son produit sur le marché le plus rapidement possible, dans les moindres coûts possibles. Et ça, c'est absolument fondamental dans toutes les sociétés dans lesquelles on investit. Et on a remarqué ce shift entre un grand discours dans ce qui se passe en Europe, mais qui n'est pas suivi de faits concrets, et une réglementation qui est plus favorable au développement de produits respectueux de l'environnement aux États-Unis. C'est surprenant par rapport à l'image que peut avoir ce pays dans le collectif, mais voilà. Peut-être un mot aussi de l'investissement. Vous l'évoquiez, ce sont des investissements qui sont lourds, qui sont conséquents. Est-ce que malgré tout, dans cette période de crise économique, ces investissements sont ou peuvent être ralentis ? Catherine Culler. Non, je pense que justement, ce serait la grave erreur. Il ne faudrait pas rajouter à la crise économique et sociale une crise de l'investissement, honnêtement, pour faire repartir. En plus, c'est de l'investissement qui flèche franchement plusieurs objectifs, à la fois sur la transition, à la fois sur le fait qu'on fait travailler des filières industrielles très conséquentes. La RATP, c'est aujourd'hui 65 000 salariés dans le groupe, mais nos emplois induits et indirects, c'est 128 000. Le PIB généré, c'est 8 milliards, l'équivalent de celui de la Guadeloupe. On a 2,5 milliards d'achats en ce moment, vu la politique d'investissement qu'on a par an. Donc, on tire toute la filière. Et je pense que, du coup, il y a vraiment un triple intérêt à le faire maintenant, parce qu'il y a une opportunité, finalement, une prise de conscience, une opportunité extraordinaire de le faire. Et il ne faut surtout pas rajouter, j'allais dire, une crise de l'investissement à la crise économique et sociale. Ce serait catastrophique. Et dans les transports, ça va être un cas concret tout à fait intéressant de suivre. Donc, je pense que non, là, au contraire, il faut foncer. Bertrand Camus, est-ce que vous vous posez des questions en ce moment où vous arbitrez, vous vous dites, bon, on ne peut pas tout faire, il faut prioriser, et est-ce que
la lutte contre le réchauffement climatique peut passer un peu au second plan? J'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça serait, comme le disait Catherine, ça serait vraiment une erreur fondamentale. Et puis, de toute façon, enfin, on peut jouer à la roulette russe encore pendant quelques années, mais le changement climatique, il est là. Les événements se succèdent. Moi, j'étais en poste à New York, Sandy Superstorm, coût 60 milliards de dollars. On est opérateur au Chili, sécheresse depuis 5 ans sur le Grand Santiago, les événements climatiques à Cannes 2016 et de nouveau cette année. Donc la réalité du changement climatique est là et ces événements vont continuer à se répéter. Et donc sur nos services essentiels, que ce soit la gestion de l'eau, des inondations, du déchet, on voit bien qu'il faut agir. Donc non, au contraire, profitons d'une certaine façon de l'opportunité que nous donnent ces plans de relance pour au contraire mettre un coup d'accélérateur. Et quand vous entendez Jean-Marc Jancovici qui vous dit il faudrait quand même reproduire ce qu'on a vécu là avec 3 mois de confinement pour arriver et tenir nos objectifs. Mais moi je suis alors totalement en ligne, peut-être pas sur le confinement, mais sur le fait qu'il faut toujours être ambitieux. On est depuis des années dans une logique où on restreint les ambitions, voire on travestit la réalité par manque de moyens. Je crois qu'il faut être clair sur le diagnostic, clair sur les objectifs. Alors, vous citez Chateaubriand, moi j'aime bien Coluche qui dit qu'il faut toujours mettre la barre haut pour pouvoir passer en dessous sans se baisser. Et après, mobiliser les moyens et surtout, au-delà des réglementations et des moyens financiers, vous avez 2 éléments. Il faut croire en l'innovation des entreprises. Regardez toutes les aventures humaines, la capacité à baisser le coût moyen à partir du moment où on s'est fixé un objectif, la logistique suit, et puis faire confiance aux gens. On a des citoyens qui sont intelligents, les gens se mobilisent et ensemble, encore une fois, il n'y aura pas une solution par un des acteurs, mais en se mobilisant ensemble, on peut atteindre des objectifs très ambitieux. Jean-Marc Jancovici, réaction peut-être à ce qui vient d'être dit. Je vais joindre les 2 questions. Oui. La première, c'est est-ce qu'il faut de la réglementation? Évidemment. Vous considérez que c'est une très bonne chose que quand vous empruntez une route, alors n'en déplaise à la RATP, c'est très mal, vous n'avez pas le droit de conduire à gauche. Puis, vous trouvez ça très bien? Vous trouvez ça très bien que la fréquence occupée par France Info n'ait pas le droit d'être occupée par quelqu'un d'autre qui aurait envie d'occuper la même fréquence. Donc évidemment qu'il faut de la réglementation. Et en fait, l'État ne sert qu'à ça. Il sert à faire des règles du jeu. La question, c'est qu'il fasse les bonnes. Oui, il faut de la réglementation, mais il est du devoir de l'État de faire la bonne réglementation, et donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il est aujourd'hui, c'est inadmissible aujourd'hui, je prononce le mot inadmissible, que dans la sphère politico-administrative, on n'ait pas une idée claire du problème à traiter. C'est devenu une faute, j'insiste. Sur la partie investissement, en fait, quand on regarde la transition, ça va être un retour à une société où l'investissement occupe une part beaucoup plus importante du PIB qu'aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, l'investissement, la formation brute de capital fixe, on doit être aux alentours de 20% du PIB, give or take some. Il faudrait revenir à 40%. Donc c'est un monde dans lequel les gens vont moins consommer, mais dans lequel on va plus investir. Et c'est absolument indispensable parce qu'on a besoin de transformer le monde dans lequel on vit. On a besoin de transformer les villes, de les faire dégonfler un peu, pour un certain nombre d'entre elles. On a besoin de changer la structure productive dans un certain nombre d'endroits, donc on a vraiment besoin d'investir, et effectivement, pendant un temps, on achètera moins de chaussettes et moins de plats surgelés, voilà, pas très grave. Dernier point, est-ce qu'il faut de la contrainte pour les entreprises? Évidemment, les entreprises n'innovent que sous la contrainte. Donc vous avez cité ma casquette de président du Shift Project, je suis aussi un start-upper, on me plaise à Denis Luquin, puisque j'ai fondé une boîte il y a 13 ans. À 13 ans, je ne sais pas si on a encore un start-upper, si, on a encore un start-upper, on doit commencer à être un vieux start-upper. Bon. Je veux dire, le monde privé est celui que je fréquente tous les jours. On n'y va que sous la contrainte dans le monde privé. La contrainte de ses concurrents, la contrainte de la réglementation, la contrainte d'avoir les bons qui partent, ou ils viennent pas chez vous, etc. Donc c'est que sous de la contrainte. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Et on considère aujourd'hui qu'il est légitime dans ce pays qu'une entreprise meure parce qu'elle n'est pas capable de satisfaire à une contrainte qui est de contribuer à la solidarité sociale. Donc si vous n'êtes pas capable de payer aux charges du SAF, Suez n'est plus capable de payer l'URSSAF, Suez dépose le bilan. Voilà. Et on considère que c'est normal, que c'est une règle du jeu normale. Je ne vois aucune raison pour laquelle il n'en irait pas de même sur la solidarité environnementale. Donc aujourd'hui, les instances patronales poussent des cris d'orfraie à chaque fois qu'il est question de leur faire payer 1 pour 10 000 de leurs résultats nets sur une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. C'est une blague. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est la vie normale des entreprises. Sylvie Jeannot.
Ça vous fait réagir, ce qui vient d'être Non, mais dit? ça rejoint ce que je disais sur le fait que les modèles économiques sont opposés. Alors, et je pense qu'effectivement, il va y avoir de l'investissement. C'est-à-dire que la transition énergétique va générer des projets dans les territoires et d'ailleurs, ces projets qui sont extrêmement, locaux vont générer de l'emploi local, non délocalisable, hein. Donc, voilà, c'est un enjeu fort aussi, pour la relance. La contrainte, vous le disiez Jean-Marc Jancovici, c'est aussi la contrainte de la société civile, des ONG. C'est important aussi, ça a peut-être fait bouger quelques consciences. Est-ce que vous la sentez, cette pression au quotidien, Sylvie Géano? Oui, c'est important cette question parce que à plusieurs reprises, là, j'ai utilisé le mot du local. On réussira la transition énergétique aussi si elle est acceptée. Hein, on va pas revenir sur ce sujet des gilets jaunes, mais pour faire comprendre nos projets. Moi, par exemple, à Lyon, j'exploite la plus grosse chaufferie biomasse publique de France. Il y en a qui peuvent dire, ouh là là, du bois, ça abîme les forêts, etc. Pas du tout. Hein, la forêt est en croissance en France, mais personne ne le sait. On va couper des arbres en proximité, on est à moins de 100 km, on les amène, on achemine, l'installation est totalement rigoureuse dans son fonctionnement, etc. On est en dessous de toutes les normes et on fait des énergies renouvelables, de la chaleur renouvelable pour aller chauffer les habitants. Donc cette pédagogie-là, elle nécessite aussi de l'acceptabilité et tout le tissu local nous aide. Évidemment, la collectivité territoriale qui est notre délégataire, hein, délégation de service public, qui arrive à faire un projet avec un acteur de type privé tel que nous. Et puis derrière, il y a plein de partenaires et il y a évidemment aussi tout le tissu associatif qui va être là pour nous aider et faire accepter ce projet. On va y trouver les logiques économiques, on va y trouver de la compétitivité aussi dans la production. Hein, le prix de la chaleur, on va aller chercher des prix qui font que on va aller se raccorder à ce réseau de chaleur. D'ailleurs, on arrive à le faire, là encore, parce que le fonds chaleur, piloté par l'ADEME, nous y aide. Donc, vous voyez que c'est tout un écosystème qui permet la réussite de ces projets, qui nécessite à la fois de l'investissement et voilà. Et si on n'arrive pas à faire cette inclusion, on n'arrivera pas à faire cette transition énergétique aussi. Catherine Guillouard. Oui, je pensais, en vous écoutant, je ne peux qu'approuver. On a lancé un projet d'économie circulaire dans les quartiers vous savez que le siège de la RATP est dans le 12e, donc c'est pas complètement par hasard, dans le 12e et dans le 13e, qui s'appelle le quartier des Deux Rives, puisqu'on a la Seine au milieu. Et on s'est mis dans un écosystème avec avec la ville de Paris, tous les PME, les services publics, etc. Et c'est assez performant. C'est-à-dire qu'on a fait, une gestion des déchets qui soit, entre guillemets, écologiquement responsable. Les transports aussi contribuent, et ça, la RATP apporte son point là-dessus. Et c'est vrai que ce genre d'initiative est excellent parce que d'abord, c'est une remontée de terrain d'expérience pour nous qui a de la valeur. Et puis, ça montre que quand les acteurs sont alignés, alors c'est un petit bout de Jancovici, hein, de Jancovici, c'est un tout petit bout, mais voilà, mais c'est quand même utile. Et nous, par exemple, ça nous a fortement motivés. Exemple, hein, je sais que je suis à côté de Bertrand Camus, donc je fais attention à ce que je dis. La RATP valorise 99% de ses déchets aujourd'hui. Hein. Donc, via ces expériences, on arrive à nous-mêmes, après, en tirer des process qui sont apprenants et qui motivent les équipes. Et je voudrais juste dire ça, pour attirer des jeunes talents, aujourd'hui, eh bien, quand vous avez un vrai sujet, une vraie stratégie d'engagement environnemental, pas du blabla de rapport annuel RSE, mais vraiment quelque chose de concret où vous pouvez apporter des preuves, c'est très, très parlant aux jeunes. Et du coup, on arrive à attirer des talents dans le service public actuellement, dans des entreprises comme la RATP, parce qu'on est crédible sur notre politique environnementale. Donc ça, je pense que pour l'avenir aussi, c'est assez réconfortant, une petite note d'optimisme. Je pense que les jeunes, ça leur parle beaucoup. Je voulais qu'on parle et qu'on aborde pour cette session 3 quelques questions qui nous arrivent pour cette session 3, affronter les changements climatiques. Celle d'Edmond peut-être, vouloir trouver des solutions franco-françaises à un problème mondial n'est-il pas une utopie, Bertrand Camus?
Je ne pense pas, parce qu'en fait, on est quand même un pays qui, par sa taille, a quand même des entreprises multinationales, internationales. Alors, c'est peut-être pas un mot qui est très populaire, mais nous en faisons partie, qui au contraire a pu, grâce à l'expérimentation, à l'innovation et la résolution de cas concrets sur le territoire national, à la pointe de la technologie, modèle de gouvernance, modèle contractuel, a pu se développer à l'international et apporter des solutions à l'échelle globale. Donc oui, aujourd'hui, ça peut sembler être un effort qui est minime au niveau des émissions de la planète, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être pertinent en Inde, d'être pertinent en Chine, d'être pertinent en Afrique, et c'est ce que viennent chercher nos clients pour résoudre leurs problèmes. Donc non, au contraire, on doit être à la pointe. On doit être à la pointe, on doit être devant les autres pour embarquer ce mouvement. Et nous, on est complètement convaincus que la France peut être le champion de la transition environnementale. Jean-Marc Jancovici, de votre fenêtre, vous trouvez que la France, justement, est plutôt bien engagée dans toutes ces Moi, je trouve que la France a une carte extraordinaire à jouer, et je suis un peu triste de voir qu'aujourd'hui, on ne la joue pas encore assez. D'abord, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, et il faut rappeler que l'homme est un animal mimétique, que c'est comme ça qu'on élève nos enfants, et donc l'idée que si nous on trouve des trucs intelligents à faire, le reste de la planète va nous regarder les bras croisés, je n'y crois pas une seconde. Ensuite, on a un certain nombre d'acteurs économiques de premier rang dans notre pays qui sont des multinationales. Donc quand vous êtes une multinationale, vous exportez, c'est-à-dire que ce que vous faites chez vous et qui marche bien, vous allez chercher à le faire chez les autres. Donc c'est exactement ce qui vient d'être dit, il y a un effet tache d'huile qui fait que l'assiette pertinente des émissions sur laquelle raisonner, c'est pas 1%, c'est plus que ça. Ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut faire le pari de Pascal à l'envers, c'est-à-dire si tout le monde reste les bras croisés, on est sûr de tout s'y passer. Donc la seule opportunité qu'on ait, c'est de se lancer en se disant que là, il y a une chance que ça réussisse. L'argument qui vient d'être évoqué est un argument qui enterre De Gaulle. Il avait tort d'être pas comme les autres et de partir à Londres. Il aurait dû faire comme tout le monde et se tenir tranquille dans son coin. Bon. Pas beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui. Donc, donc cet argument de 1%, il est totalement spécieux, il ne tient pas. Sur la partie jaune, moi je rejoins... alors, pourquoi est-ce que c'est une chance pour notre pays ? Il se trouve que la France est un des seuls pays communistes au monde, un vrai pays communiste. Et donc on adore la planification. Or, on a un problème de long terme et à grosse maille. Et il se trouve qu'en France... Un des traits du génie français, on n'en a pas 250, mais on en a quelques-uns, c'est d'être capable d'être très bon dans la planification des grands systèmes complexes. C'est un de nos traits historiques très forts. Or, il se trouve que le problème auquel on a affaire est un indémerdable problème d'optimisation sous contrainte qui demande de bien gérer les grands systèmes complexes. Donc, c'est une chance pour nous. Il faut foncer. Oui, il faut faire des plans à 10, 15, 20 ans. Il ne faut pas avoir la trouille. Il faut y aller. Et comme il vient d'être dit, en mettant la barre le plus haut possible pour pouvoir facilement passer dessous. Beaucoup, je ne le connaissais pas. Mais c'est une chance. Parce que si on attend, on va tous être cuits comme des poulets. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Une question qui nous vient aussi de Célia B. On a un petit peu évoqué, mais comment initier un tournant politique en faveur de la transition écologique et s'imposer comme précurseur lorsque la performance économique reste l'outil principal de la concurrence mondiale ? Sylvie Géano, ça vous inspire quoi ? Moi, je crois qu'on y a répondu d'ores et déjà. C'est-à-dire que là, on revient au rôle des politiques publiques pour accompagner tout ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on aurait tous peut-être envie de consommer des énergies carbonées. Et c'est quand même pas ça le sujet. Donc, voilà. Et peut-être en complément, je crois que, mais là, je m'exprime devant un expert qui est Bertrand. Aujourd'hui, pour les entreprises, quand vous regardez, alors je m'exprime en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise privée, pas de la RATP. Je ne tiens pas à dire que je vais privatiser la RATP. J'ai eu assez de problèmes comme ça depuis quelques semaines. Mais les fonds ISG, aujourd'hui, c'est les fonds qui regardent la performance environnementale des entreprises deviennent absolument clés. Toutes les grandes entreprises de l'énergie ou d'autres d'ailleurs le savent, il y a un vrai boni accordé à ces entreprises. Donc même, j'allais dire, de façon très prosaïque, il y a un vrai intérêt. L'économique n'est pas forcément antinomique de la performance environnementale, bien au contraire. Il faut casser ce genre de raisonnement. C'est vraiment le raisonnement du rétroviseur. De l'avant. Ouais. Bertrand Camus. Oui, enfin, sur beaucoup des exemples concrets que nous gérons, que ce soit dans l'eau ou dans le déchet, ce qu'on se rend compte, ce qui coûte cher, c'est la superposition de l'ancien système et du nouveau système. Et en fait, ce qui manque, c'est la capacité à investir pour passer d'un système à l'autre. Un exemple tout bête, si vous voulez favoriser le tri à la source, il faut ramasser le moins souvent possible la poubelle noire. Parce que tout le monde, du coup, trie mieux ses déchets pour essayer de réduire au minimum la fraction à conserver chez lui. Ça se fait en Angleterre, ça se fait aux États-Unis, mais ça ne se fait pas à Paris.
Oui, c'est ce qu'on appelle aussi, d'une autre manière, les nudges, c'est-à-dire, d'inciter, par, des petits jeux, des récompenses, Oui, ça fait les partie, bons voilà, gestes, c'est c'est tous ça? les Oui. mécanismes qui permettent, voilà, de passer d'un système à l'autre, Mmh. mais en n'oubliant jamais que derrière les activités qu'on considère un peu du passé, il y a des hommes, des femmes dont c'est le travail. Oui. Et je rebondis sur le commentaire de Catherine, il faut absolument accompagner socialement cette mutation, sinon on crée de l'antagonisme et de la désespération. C'est ça, on voit avec les plans de suppression de postes, effectivement, dans des filières en difficulté, et il y a un enjeu de formation pour tous ces personnels. Denis Luquin, est-ce que l'opposition économique et environnementale, c'est effectivement du passé pour vous aussi? Au contraire, c'est l'engagement qu'on a pris en essayant de lever les fonds qui soient dédiés à cette industrie. Mais je voudrais revenir sur la question précédente concernant le 1% et la place de la France. Les entrepreneurs, lorsqu'ils créent leurs entreprises, lorsqu'ils créent leurs start-up, ont par définition un esprit qui est complètement global. C'est-à-dire la dimension française n'existe pas chez eux. Et lorsque on crée une société à Paris, on sait très bien que le concurrent principal sera probablement à San Diego ou à San Francisco. Et c'est celui qui aura la meilleure technologie, la meilleure propriété industrielle et qui va être capable de lever suffisamment d'argent pour faire son développement, qui va gagner. Donc notre compétition, elle est d'abord et avant tout internationale. Et est-ce que la France a une chance dans cette compétition? La réponse est oui, parce qu'elle a une recherche académique de très bonne qualité. Et en ayant une recherche académique de très bonne qualité, c'est le ferment sur lequel on va créer des entreprises. Donc ça, c'est notre vie de tous les jours. Alors, on ne le fait pas qu'en France, c'est vrai, mais la France a une très nette avantage de ce côté-là. J'ai envie aussi de vous poser la question d'Hugues sur la compensation carbone. Une taxe à la production ou à l'importation sur le carbone, mais compensée par une diminution d'autant de la TVA, permet de faire changer, dit-il, rapidement les comportements de tous, sans impacter les plus pauvres. Est-ce que cette taxe carbone, ça peut être une solution, Bertrand Camus? Il va bien falloir trouver, alors, est-ce qu'on appelle ça taxe, redevance? Il va bien falloir trouver un mécanisme qui fasse payer celui qui pollue pour pouvoir investir dans les projets, justement, soit de compensation, soit de transition dont nous avons parlé précédemment. C'est un chef d'entreprise qui le dit. Oui, tout à fait, oui. Mais ça fait, encore une fois, réglementation, bâton carotte, pénalité, incentive, et puis innovation, c'est quand même comme ça que l'on avance. Donc, oui, il faut que ce schéma rentre. Alors après, est-ce que c'est aux frontières de l'Europe? Voilà, il y a beaucoup de débats autour de ces sujets, mais clairement, il nous faut un mécanisme de ce type. Sylvie Jeannot? Oui, il faut des mécanismes, sans oublier le fait qu'on doit avoir une transition énergétique acceptable, qui est acceptée par tous. Donc voilà, il faut trouver les mécanismes et voilà, ça rejoint évidemment ce sujet de la politique publique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il faut inciter et faire en sorte qu'on aille vraiment sur les politiques vertueuses, les choix, les projets vertueux dont on a parlé aujourd'hui. Jean-Marc Jancovici, vous êtes favorable également? Vous pensez que ça peut vraiment faire bouger les choses? J'aurais dit, on fera rien bouger sans carotte bâton, pour reprendre l'expression qui vient d'être citée. Ce qu'il faut, c'est pas créer du désespoir. C'est-à-dire que quand on met une contrainte aux gens, il faut qu'ils aient une alternative. Donc si vous montez le prix des cigarettes, vous avez une alternative qui est d'arrêter de fumer. Si vous avez besoin de votre voiture parce que vous n'êtes pas à Paris, mais dans un endroit dans lequel il n'y a pas de transport en commun et que vous avez 25 km à faire pour aller à votre travail et qu'il est évidemment hors de question que vous abandonniez votre travail parce que vous n'avez pas les... si le carburant coûte suffisamment cher pour que vous fassiez que 23 km, vous n'allez pas les faire et faire les 2 restants à pied. Donc la question, quand on commence à mettre une contrainte, est celle de la planification de l'alternative. J'en reviens au grand mot dans cette affaire, qui est le mot de planification. On ne s'en sortira jamais si on ne planifie pas. Après, la taxe est beaucoup plus efficace, paradoxalement, pour les entreprises que pour les particuliers, parce que les entreprises peuvent embaucher des armées de consultants bardés de tableurs Excel qui vont leur faire tout un tas de calculs de retour sur investissement pour voir à quel niveau, où se situe le seuil de douleur pour passer d'une alternative à une autre. Donc, en fait, les signaux prix sont beaucoup plus efficaces dans le domaine professionnel. Et je vais prendre un exemple qui est bien connu, c'est celui de la production électrique en Grande-Bretagne. Avec une taxe sur le CO2 électrique en Grande-Bretagne, ils se sont débarrassés du charbon en un peu plus de 10 ans, qu'ils ont remplacé par du gaz, qui émet 2 fois moins. Alors chez eux, c'est une très bonne idée. Chez nous, remplacer le nucléaire par du gaz serait une très mauvaise idée, je le dis tout de suite. Mais donc ça dépend d'où on part. Et ils ont fait ça notamment parce que les industriels, ils leur ont donné la règle du jeu à l'avance. Ils leur ont dit ça va monter progressivement. Et c'était pas un prix très élevé. Mais le consultant avec son tableur Excel a dit à un moment, ça va être plus intéressant pour vous de passer au gaz. Donc ça peut être quelque chose de très puissant dans le monde industriel, à condition que ce soit planifié. Et qu'on comprenne clairement où on va. Dans le domaine du grand public, s'il n'y a pas les dispositifs d'accompagnement qui vont avec, il se passe ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, parce que vous avez un sentiment qu'on ne vous indique pas la porte de sortie. Donc c'est bien de mettre en place des incitations économiques, mais il faut être très vigilant,
sur le fait que la porte de sortie, elle soit accessible et bien éclairée. Donc avec des mécanismes de compensation pour les plus modestes. On ne va pas se rentrer dans le débat technique aujourd'hui parce qu'il y a un milliard de manières de faire. Non, mais vous pouvez faire plein de manières. Vous pouvez par exemple dire que tous les gens qui aujourd'hui ont des voitures qui consomment 6 litres, vous allez leur subventionner l'achat d'une voiture qui consomme 2 litres, en réglementant par ailleurs les émissions, enfin la consommation des véhicules neufs vendus en France, de telle sorte qu'il y en ait beaucoup plus de disponibles à la vente. C'est une manière de faire qui ne passe pas nécessairement. Vous pouvez taxer la voiture plutôt que taxer le carburant. Vous pouvez ne plus considérer comme défiscalisables toutes les voitures de société qui consomment plus de... Enfin, il y a 1 milliard, parce que c'est 40% des achats neufs. Enfin, il y a 1 milliard de manières de faire, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, c'est des vis et des boulons. Ça. Le point important, c'est encore une fois que les gens sachent où on va quand on leur dit qu'il va y avoir une peine. Merci beaucoup pour tous ces échanges très nourris, très riches. Bertrand Badré, je vous donne la parole pour quelques mots de synthèse, de conclusion sur ce qu'on peut retenir de ces échanges. Alors c'est à la fois extrêmement simple de résumer en quelques mots en disant ça fait du bien. Alors après je vais rentrer un peu dans le détail. Pourquoi ça fait du bien? D'abord parce que c'était une discussion qui était très enthousiasmante. On n'a pas fait preuve de cynisme, de fatalisme, etc. Par ailleurs, on a tenu les délais, c'est-à-dire que les gens n'ont pas trop parlé, ce qui a permis d'avoir une vraie discussion. J'ai quelques heures de vol avec le cercle et c'est une des tables rondes les plus efficaces que j'ai vues. Donc ça fait du bien. Alors quelques points en synthèse. Jean-Marc a rappelé les enjeux en disant voilà, c'est 5% par an de baisse des émissions, ça fait un Covid par an. Donc c'est sérieux, c'est réel. On peut l'étaler. On peut l'étaler, mais en tout cas, on n'est pas dans l'anecdote. Deuxièmement, il faut qu'on reconnaisse qu'on a fait du surplace depuis quelques années. Je crois que c'est l'expression de Bertrand, ou alors lorsque tu appelais le choix de la roulette russe, on dit on va réessayer, puis peut-être qu'on va gagner encore un tour, et puis un jour on se prendra la balle, mais ce sera peut-être pas moi. Donc, alors que le changement climatique, ça a été rappelé, c'est déjà aujourd'hui, c'est des rails trop chauds, c'est des catastrophes naturelles, etc. Donc on n'est pas en train de parler d'un hypothétique futur, c'est déjà aujourd'hui. L'approche systémique, elle est centrale, mais elle est difficile. Alors, elle est centrale à double titre. D'abord parce que, je crois que Bertrand l'a dit, les sujets sont liés. C'est ce que j'avais dit dans mes propos introductifs. Et ensuite, qu'il faut avoir une pensée du système. Et que c'est absolument clé pour la réglementation, pour les remèdes qu'on veut trouver, pour ce qu'on veut faire, pour la mobilisation des gens, etc. On voit la question de l'économie circulaire, c'est pas juste une question technique, c'est aussi une question de comportement. Alors, il y a quelques principes qui ont été posés. Catherine l'avait dit dès son introduction, il faut être concret, précis, il faut s'engager, il faut rendre compte, pas de blabla. Je pense que les gens n'y croient plus. Je pense que le temps de la responsabilité sociale, où on met dans un rapport annuel quelques phrases, c'est bien, c'était une étape, mais je pense qu'à un moment donné, on va avoir des preuves d'amour. Deuxièmement, il faut reconnaître que ça a un coût financier, un coût humain, un coût dans nos comportements, et il ne faut pas se raconter d'histoire, il n'y a pas une baguette magique qui fait que du jour au lendemain, on passe d'un univers à un autre, et la clé, ça va être l'investissement. Ça, c'est un point que je retiens qui est essentiel. Il faut maintenir l'investissement, probablement l'augmenter, il faut garder le cap, et s'arrêter, je crois que vous l'avez dit, ce serait du suicide. Il faut savoir innover. Là aussi, innover, c'est pas juste le penseur de Rodin qui dit tiens, j'ai une idée, c'est tout un système, un écosystème. Et ce que Denis a rappelé sur les différences entre le système européen et le système américain, vivant aux États-Unis, je le vois effectivement important. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit et compter aussi sur une poussée des plus jeunes. Enfin, je pense qu'il y a une culture de l'innovation, de la start-up, etc., qui est probablement plus répandue aujourd'hui. Il faut penser au local. Je crois que Sylvie l'a rappelé, l'innovation vient aussi du local. Il faut prendre appui donc sur ces nouvelles générations. Il faut aussi, alors j'ai bien aimé, on est au cercle des économistes, la dernière discussion sur le nudge, les incitations, les externalités, etc. Je pense qu'il faut sortir toute la trousse à outils économiques pour voir comment, derrière la planification dont parlait Jean-Marc, on met les outils pour que tout le monde avance avec un peu de carotte, un peu de bâton et que tout ça progresse. Il faut aussi croire à la finance, ça c'est mon bébé. L'ESG c'est bien, mais là c'est comme la RSE, je pense que c'est une première étape. C'est-à-dire que l'ESG, ça dit, oui, ils vont plutôt dans la bonne direction, ils ont compris que c'était important, on ne mesure pas grand-chose et on ne vérifie pas beaucoup en bout de course. Mais enfin, peut-être qu'il faut en passer par là, il faut peut-être accélérer pour la suite. Il y a un rôle très important des différents acteurs autres qu'économiques, les pouvoirs publics, bien sûr, la société civile. La question de la planification, ce n'est pas non plus le penseur dans son bureau qui va dire, voilà comment on va faire. C'est au-delà du tableur Excel, il faut mobiliser les gens, il faut qu'ils acceptent, qu'ils comprennent ce qui se passe. Il y a une question centrale, je crois, d'accompagnement social. J'ai bien aimé ce que disait Jean-Marc sur ne pas proposer de désespoir, parce que ces cas-là, c'est pas possible, ça bloque. Et d'une certaine manière, le Covid a été un bon test. On a pu voir, enfin vous l'avez rappelé dans vos différentes entreprises, la capacité d'innovation, de mobilisation des gens, on ne savait pas trop en fait.
Et puis finalement, il y a des gens qui y sont allés, et ça s'est fait, etc. Sylvie l'a rappelé, Chateaubriand, j'avais utilisé dans mon premier bouquin comme citation d'ouverture, c'était sur la Révolution française. Les moments de crise proposent un redoublement de vie chez les hommes, oui. Ben là, on a une crise, donc est-ce qu'on va être capable de mobiliser ce redoublement de vie? Donc on va avoir besoin de tout ça. C'est encourageant, Jean-Marc l'a dit, qu'on soit réunis ici aujourd'hui. La barre est encore haute, alors est-ce qu'on choisit de passer au-dessus ou en dessous? Je ne sais pas encore, je préfère qu'on passe au-dessus et qu'on s'entraîne un peu plus vite. On a une vraie carte à jouer pour la France. Et ça j'y crois beaucoup, d'autant plus vivant aux États-Unis. Je pense que la France et l'Europe ont quelque chose à dire entre la Chine et les États-Unis sur ces questions-là, et qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas juste parce qu'on est bien, c'est parce qu'en plus, c'est des bénéfices pour nous. Alors, je conclurai en disant, j'ai appris que le rôle des chameaux ne se limitait pas avec une alternative bas carbone au transport en commun. Donc ça, merci Denis d'avoir rappelé ce point. Deuxièmement, se rappeler que d'affronter le changement climatique, ça veut dire changer le monde. Oui, j'ai fini. C'est changer le monde, bien sûr, et c'est se changer soi-même. Et Tolstoï nous l'a rappelé, je voulais après Chateaubriand finir par Tolstoï, tout le monde parle de changer le monde, on a beaucoup plus de mal à se changer soi-même. Merci beaucoup, merci à tous pour cet échange, à retrouver donc en replay sur le site des rencontres. Merci à tous, très bonne journée.